Et voici, bonjour à tous, il est midi, donc je vais commencer la session en live consacrée à l'électrification des transports au Nouveau-Brunswick. J'attends juste que je vois l'image qui apparaisse en direct. On a un petit délai aujourd'hui entre les questions qui seront posées dans vos commentaires et ce que je vais faire en direct. Je pense qu'on a un petit délai d'à peu près 20 secondes, donc n'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires dans l'espace prévu à cet effet, puis je verrai pour y répondre. Donc, tout d'abord, merci d'être présent donc, à cette session. Ça va durer à peu près 1 heure. D'abord, le but de la présentation, c'est en lien avec le projet Transition Mobilité électrique, ici en haut, dont vous voyez le logo. Le but de ce projet, c'est de sensibiliser les communautés à l'électrification des transports, donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Aussi, on échange avec les professionnels du milieu, donc c'est pour développer un petit peu l'offre qui peut être proposée par les concessionnaires afin de vendre des véhicules électriques à la population, parce que c'est quelque chose qui est des fois difficile à obtenir. Et puis aussi, on cherche à agir à titre de centre de ressources régionales et provinciales en diffusant de l'information pertinente. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter, puis moi, je pourrais vous répondre et vous orienter vers des personnes qui pourraient vous donner un peu plus d'informations parfois. Donc aujourd'hui, on s'attaque à la mobilité électrique parce que c'est un important secteur pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il faut savoir que les véhicules légers, les camions légers, ça représente plus de 15% des émissions pour la province. Donc c'est vraiment considérable. Et puis c'est un secteur des émissions que tout le monde peut travailler dessus, parce que chacun a une voiture ou un camion. Donc c'est toujours intéressant d'initier une petite réflexion pour savoir si un véhicule électrique sera adapté à votre situation. Aussi, les véhicules électriques, c'est un phénomène qui est vraiment populaire dans les grandes agglomérations comme Toronto, Ottawa, Montréal. Dans les régions plus rurales, comme au Nouveau-Brunswick, il y a un intérêt, mais l'utilisation est quand même moins importante. Donc, c'est pour ça qu'on va aussi vous donner de l'information pour que vous puissiez vous repérer un petit peu dans tout ce qui existe. Aujourd'hui, c'est la dernière session de la tournée qu'on a commencée en début février. Puis je tiens à souligner la contribution du Fonds en fiducie pour l'environnement qui nous permet de réaliser ce genre d'activité. Enfin, pour terminer mon introduction, je précise que le support pourra vous être envoyé par courriel. J'ai préparé un petit sondage pour recueillir vos commentaires et aussi vos adresses pour pouvoir vous le partager. Et aussi, vous verrez tout au long de la présentation, il y a des hyperliens qui seront en bleu soulignés en bas des diapositives. Donc, vous pourrez cliquer dessus quand vous aurez le document. Donc, n'hésitez pas pour faire des recherches. C'est un petit peu comme une boussole que je vous propose pour vous retrouver un petit peu dans les informations qui existent. Donc, les sujets que je veux aborder aujourd'hui, ce sera les différents aspects d'un véhicule électrique, comme son fonctionnement, son compte d'utilisation, et aussi, on parle de l'aspect de la pollution. On va aborder comment choisir son véhicule en fonction de ses besoins. Je vais parler des incitatifs financiers qui existent. Ensuite, les bornes de recharge, ça c'est un sujet, on a de la chance dans la province, nous sommes très bien équipés. Après, je vais parler du projet SAUVER, qui signifie Système d'autopartage de véhicules électriques en région. Actuellement, c'est un projet pilote qui est mené par la FMNB avec 5 municipalités. Puis, je vais conclure avec l'avenir de la mobilité électrique. Vous verrez, mobilité électrique, c'est quelque chose qui change très rapidement à des horizons à court terme, comme mettons 5 ans. C'est quelque chose qui n'est pas futuriste comme d'ici 15 ans et plus. Mais tout d'abord, je vais commencer par vous présenter donc, la FMNB, qui est l'association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick. L'association regroupe 50 municipalités francophones qui sont réparties dans 6 grandes régions. Donc, c'est pour ça qu'il y avait 6 dates lors des webinaires Zoom en février. Donc, ces 50 municipalités, ça regroupe plus de 300 000 personnes, soit plus du tiers de la population de la province. L'association existe depuis 1989. Elle est au service des municipalités, puis c'est aussi un porte-parole dans des dossiers d'intérêt commun. Elle représente aussi un PIN de gouvernance locale forte. C'est un sujet qu'on entend parler en ce moment, un sujet d'actualité. Donc, vous pouvez consulter le site Internet pour avoir plus d'informations. Puis voilà une petite image pour vous dresser un constat au niveau provincial. En vert, ce sont les municipalités membres de la FMNB, dont on retrouve les 6 grandes régions un peu partout. En jaune, ce sont les autres municipalités qui ne sont pas membres de la FMNB, mais qui sont tout de même des municipalités. Puis en blanc, ce sont tous les territoires non incorporés, c'est-à-dire les DSL. Puis vous voyez qu'il y a vraiment du travail à faire sur ce sujet-là. Pour plus d'informations, donc, n'hésitez pas à consulter le site Internet de la FMNB. À présent, parlons de véhicules électriques. Je vais commencer par présenter un petit peu les différents types qui existent. On en retrouve plusieurs comme le véhicule électrique à batterie, donc qui n'utilise pas du tout de carburant. Il existe aussi des hybrides rechargeables
qui utilisent un moteur thermique et un moteur électrique pour se déplacer. Puis, on a aussi des véhicules hybrides. La différence entre un hybride rechargeable et un véhicule hybride, c'est qu'un véhicule hybride, on ne peut pas le recharger sur une borne de recharge. La batterie se recharge uniquement avec le moteur thermique. Nous avons ici un premier lien. Donc, c'est Ressources Naturelles Canada a développé des petites vidéos d'à peu près 3-4 minutes pour vous présenter le fonctionnement de ce type de véhicule. Aujourd'hui, moi, je vais me concentrer sur le véhicule électrique à batterie, mais vous pourrez également consulter le véhicule hybride rechargeable ou le véhicule hybride. Avec la technologie, le direct Facebook, je ne peux pas vous faire jouer la vidéo puisqu'on a un décalage de son, mais les principales composantes d'un véhicule électrique, il y en a 3. Le premier, c'est qu'il y a un moteur électrique qui n'émet pas d'émissions. Je vais venir là-dessus après parce que c'est encore un sujet de débat, les émissions des véhicules électriques. Le deuxième composant, c'est la batterie, donc qui permet au véhicule de se déplacer. Et il y a aussi une transmission qui est non conventionnelle, parce qu'elle est beaucoup plus simple, pour transférer la puissance du moteur électrique vers les roues. Il faut savoir qu'avec un véhicule électrique, la conversion de l'électricité en énergie mécanique, donc pour se déplacer, elle est beaucoup plus facile qu'avec un moteur thermique. Ce qu'il faut savoir que le moteur thermique, vous perdez une grande quantité d'énergie sous forme de chaleur. Donc, le véhicule électrique, lui, il ne chauffe pas. Donc, c'est pour ça que c'est plus performant au niveau de la transmission. Donc, il y a aussi, du fait de ce fait-là, la puissance du moteur, elle est disponible beaucoup plus rapidement lors d'une accélération. Si vous avez déjà eu la chance d'essayer ce type de véhicule, vous verrez que ça accélère tout de suite dès que vous appuyez sur la pédale. Si vous devez faire un dépassement, ça se fait très, très rapidement. Il existe même des voitures sportives électriques qui vont plus vite que les voitures thermiques sur les premiers mètres, tellement l'accélération est puissante. Et aussi, dans ce type de véhicule, on a un compteur, comme pour la jauge d'essence, sauf que là, elle va vous marquer le nombre de kilomètres qui vous reste à parcourir avant de faire une recharge. Et aussi, vous avez aussi une trappe, comme pour les véhicules à essence, sauf que là, c'est un raccord de chargement pour se brancher aux bornes de recharge. Il y a différents types de raccords qui existent, mais aujourd'hui, vous pouvez vous brancher. Il y a des adaptateurs qui sont fournis, donc vous ne vous retrouverez pas avec, comme par exemple, un chargeur de cellulaire d'Apple qui ne fonctionne pas avec un Android. Là, avec un véhicule électrique, vous avez différents types de prises, mais il y a des adaptateurs qui existent facilement. Et enfin, deux derniers aspects, c'est que le véhicule électrique, il est silencieux. Quand vous l'utilisez, vous entendrez simplement le bruit des pneus, donc c'est très perturbant au début, mais on s'y fait très rapidement. Vous verrez, si vous avez la chance d'en essayer un, vous allez vous dire, quand vous allez retomber sur votre véhicule à essence, que c'était finalement bien silencieux, le véhicule électrique, et que c'était agréable. Puis, c'est des véhicules qui ont beaucoup de technologies d'embarquer. Comme par exemple, vous avez les freinages récupération d'énergie qui permettent de recharger votre batterie sans utiliser vos plaquettes de frein. Puis, ce n'est pas exagéré de dire que dans un véhicule récent électrique à batterie, il y a des fois plus d'informatique, de technologie que dans un avion. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment à la pointe de la technologie. Puis, ça évolue très, très rapidement, un peu comme le milieu des téléphones cellulaires. Au niveau de l'autonomie, je ne peux pas vous donner un chiffre moyen parce que ça dépend de la batterie de chaque véhicule. Si vous avez une grosse batterie, aujourd'hui, vous pouvez faire plus de 400 km d'autonomie. Mais sur des véhicules un peu plus vieux, de génération précédente, on est aux alentours de 200, 250. Donc, c'est ça. Si vous regardez la capacité de la batterie, vous saurez l'autonomie que vous pouvez faire. C'est comme si avec un véhicule à essence, vous aviez une grosse tank de gaz, vous pouvez faire plusieurs centaines de kilomètres, ou alors une toute petite tank de gaz, vous ne pouvez pas aller bien loin. Au niveau des avantages des véhicules électriques, un des premiers, c'est que ça coûte 5 fois moins cher à alimenter qu'un véhicule à essence. Ce chiffre-là, on le retrouve dans différents documents qui sont produits par Ressources Naturelles Canada, qui dressent un petit peu la consommation de carburant des différents véhicules. Il y a 2 outils qui existent, le guide de consommation 2021 qui se présente sous la forme de ce type de rapport. Et vous voyez, ce sont des stickers qu'on retrouve comme sur les véhicules quand on va chez les concessionnaires. On voit la consommation à l'essence moyenne, en ville ou alors sur autoroute. Et à côté, on voit le coût d'utilisation. Dans ce document-là, tous les véhicules sont répertoriés sous forme de tableau. Moi, dans mon cadre de mon exemple, je vous parle d'un véhicule intermédiaire, puis ça sera essentiellement un petit peu des véhicules de taille Elantra ou Ioniq, pour vous situer un petit peu, donc des berlines. Dans le guide de consommation des carburants, la voiture thermique à essence classique, elle coûte 1 900 $ par année d'utilisation pour un kilométrage de 20 000 km.
À côté de ça, le modèle hybride rechargeable, lui, ce sera 1050 $, qui sont répartis de 700 $ d'essence, 350 $ d'électricité, donc 45% de réduction des coûts, qui est très important. Et le véhicule électrique, on arrive à 410 $ pour 20 000 km annuellement, donc 80% de réduction des coûts, donc 1/5. Et ces chiffres-là, vous pouvez aussi les retrouver sur l'outil de recherche pour les codes de consommation. Je trouve que celui-là, il est plus simple à user. C'est une page Internet qui se présente sous la forme d'un tableau et vous choisissez un petit peu l'année des véhicules que vous voulez comparer, la marque et les modèles. Et puis, ça va vous dresser la liste de le type de carburant, le coût d'utilisation à l'année et aussi les émissions de gaz à effet de serre. Dans mon exemple, ma Hyundai Elantra qui était à essence, le coût était estimé à 1 900 $ par année. Ma Ioniq hybride, donc berline intermédiaire, hybride rechargeable, 1050 $, donc moins 40% au niveau des coûts d'utilisation. Et puis la Ioniq 100% électrique, elle est seulement à 411 $ pour faire fonctionner le véhicule annuellement, donc quasiment 80% de réduction des coûts. Un deuxième avantage, c'est que le véhicule électrique, comme sa transmission, elle est beaucoup plus simple qu'un véhicule à essence. Vous n'avez pas besoin de bougie d'allumage, il n'y a pas de vidange d'huile à faire, pas de liquide de transmission, pas de silencieux. Donc, vous pouvez faire des grosses économies au niveau des frais d'entretien. Ça, c'est vrai uniquement pour des véhicules à batterie, parce que sur un hybride rechargeable, comme vous avez quand même ces éléments pour faire fonctionner le véhicule à essence, et le moteur à essence, vous n'aurez pas autant d'économies sur l'entretien qu'un véhicule électrique, mais il faut quand même le savoir que c'est très important. Les taux de fiabilité sont très conséquents, de plus de 95%, donc c'est vraiment une source d'économie à prendre en considération. Il y a aussi un avantage, c'est que le véhicule électrique, il n'émet pas de pollution et pas de fumée. Si je retourne sur mon tableau, l'outil de recherche de Ressources naturelles Canada, on voit que les émissions de gaz à effet de serre, de CO2, pour le véhicule thermique classique, 180 grammes par kilomètre, beaucoup moins pour le véhicule hybride rechargeable, quasiment 100 grammes par kilomètre, puis le véhicule électrique, il est à 0 grammes d'émissions de gaz à effet de serre par kilomètre. Si on fait des recherches sur Internet, des fois, on tombe sur des informations comme celle-ci qui disent que la voiture électrique, ce n'est pas si écologique que ça, notamment au niveau de la fabrication du véhicule ou encore la fabrication de la batterie. Il faut savoir que c'est un domaine qui change souvent et puis que les informations qu'on va retrouver, c'est en fonction des modes de calcul qui sont faits. C'est vrai qu'un véhicule électrique, quand il roule, il n'émet pas de gaz à effet de serre, mais pour produire l'électricité, pour les recharges, ça va en émettre. Donc, il y a plusieurs facteurs à prendre en considération. Puis, je vais vous présenter une petite analyse pour mieux comprendre un petit peu les émissions du véhicule électrique. Et si vous voyez le type d'informations qui disent que ce n'est pas vraiment écologique, en général, ça date de quelques années, ici, fin 2018, puis maintenant, il y a des notes qui sont marquées comme quoi l'information qui était donnée en 2018, elle n'est plus forcément à jour aujourd'hui en 2021. Par exemple, un autre article qui date de septembre 2020, on a une étude qui vient détruire les mythes sur la pollution engendrée, qui pouvaient être évoqués dans l'article précédemment. Ça vient du fait que dans ce qui était avancé en 2018, on ne prenait pas tout en considération comme pour les batteries. C'est vrai que ça polluait quand on les a fait, mais maintenant, il y a des filières de recyclage qui se développent et on arrive à recycler quasiment 80-95% des métaux dans les batteries, ce qui fait que ça réduit les émissions de gaz à effet de serre. On a aussi les processus industriels qui s'améliorent, donc il y a de moins en moins de gaz à effet de serre qui sont émis lors de l'extraction des ressources et aussi lors de la fabrication des véhicules. Voici un petit comparatif qui est produit par le CIREG. Le CIREG, c'est le Centre international de référence sur le cycle de vie des produits, des procédés et des services. Cet organisme-là, il a compté les émissions de gaz à effet de serre pour un véhicule électrique et un véhicule à essence à partir de plusieurs facteurs. L'extraction des matières premières pour construire le véhicule, les procédés de fabrication, la distribution, son utilisation et la fin de vie. Donc, je vais scinder ces deux modèles-là. D'abord, je vais commencer par le modèle à essence. Pour arriver à celui-ci, il faut savoir que ça a pris 130 ans pour aboutir à ce résultat. Si on remonte un petit peu en arrière, la première voiture à essence produite en série, ça c'est mon critère de comparaison, puisqu'on peut très facilement le mettre en parallèle entre les véhicules à essence et les véhicules électriques. Donc la première voiture à essence, elle datait de 1890, puis elle avait une vitesse maximale de 12 km/h.
comme on le voit sur la photo, il n'y avait pas beaucoup de rangement. Ça se déplaçait moins vite qu'une charrette. Donc, les gens à cette époque-là devaient se dire pourquoi je passerais au véhicule à essence alors que mon cheval, pour l'instant, il me fait bien plus l'affaire. 130 ans plus tard, la voiture la plus vendue au Canada en 2020, elle avait une consommation moyenne de 7 litres au 100 km. Donc, on peut dire que ce modèle-là, arrivé ici, ça a pris 130 années. Je vais faire la même comparaison avec mon véhicule électrique. Pour arriver à ce schéma-ci, ça fait seulement 25 ans qu'on a des véhicules électriques qui sont produits en série. Si je remonte un petit peu en arrière, le premier, c'était en 1996. La voiture avait 90 km d'autonomie, donc les batteries étaient moins performantes qu'aujourd'hui, puis certainement que la pollution était un petit peu plus importante que ce que l'on voit ici. En 2020, la voiture la plus vendue a une autonomie de plus de 500 km. Puis si on prolonge un petit peu, on peut se dire que avec l'amélioration des technologies, j'aborderai cet aspect-là un petit peu plus tard, les émissions de gaz lors de l'extraction des matières premières et de la fabrication, ça va réduire avec le temps. Donc, on va se rapprocher plus rapidement d'un point de vue écologique du véhicule à essence. Là, je vais remettre les deux modèles en comparaison. Tout d'abord, il faut savoir que la voiture électrique, plus elle est utilisée, moins son impact environnemental est grand. Ça vient du fait que lors de ce qu'on utilise le véhicule électrique sur les routes, il émet très peu d'émissions de gaz à effet de serre pour la production d'électricité par rapport à un véhicule à essence, un véhicule conventionnel. Un deuxième point, c'est qu'en fonction des analyses, le véhicule il devient plus écologique que la voiture essence après 30 000 ou 65 000 km. Ici, on a un rapport du simple au double. Donc, on peut se dire il faut s'en affranchir. Il faut se dire qu'avec l'amélioration des technologies, l'amélioration des batteries, les réductions de gaz à effet de serre, ce point de bascule, on va l'atteindre de plus en plus rapidement. Puis d'ici peut-être 5 ans, voire 10, on va arriver à une équivalence au niveau écologique aux alentours de 5 000 ou 10 000 km. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ça va évoluer. Ces courbes-là ne sont pas figées. Le moteur essence, après 130 années, on peut dire qu'il ne va plus beaucoup évoluer, mais le moteur électrique, avec tout ce qui se passe, depuis regarder en 25 ans, on est passé de 90 km à plus de 500 km. Ici, ça va fortement réduire à court terme. Puis, il existe aussi un véhicule qui n'émet pas du tout de gaz à effet de serre. Celui-là, c'est le véhicule qu'on ne va pas fabriquer. Par cela, on entend c'est qu'il faut changer ses modes de consommation, comme favoriser les transports en commun, le covoiturage. C'est beaucoup plus facile d'appliquer ces principes dans des grandes agglomérations, comme je le disais au début, tandis qu'en milieu, en zone rurale, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est pour ça qu'on développe des projets comme le projet Sauvé, que je vais présenter un peu plus tard, pour vous montrer qu'on peut se déplacer différemment. Se déplacer avec un véhicule électrique, il faut aujourd'hui planifier un petit peu plus, mais à la fin, vous verrez que c'est quelque chose qui est quand même très intéressant. Au niveau de la batterie, donc c'est un aspect majeur au niveau des émissions de gaz à effet de serre, il faut savoir que l'autonomie, elle peut varier de 10 à 40% en fonction des saisons. Mais ça, c'est pareil pour un véhicule à essence, comme par exemple à l'hiver, le véhicule électrique, on peut dire qu'il va perdre, mettons, 30-40% de sa charge. Ça, c'est dû à l'utilisation du chauffage. Et aussi, lors des grands froids, le véhicule électrique, il faut que la batterie elle soit maintenue à une certaine température, ce qui va réduire un petit peu l'autonomie. En été, c'est l'utilisation de la climatisation qui va faire perdre un petit peu l'autonomie, tandis qu'en automne et au printemps, l'utilisation, on peut dire qu'elle est optimale. Vous pouvez atteindre 20% d'autonomie de plus que ce qui est annoncé par les constructeurs. C'est un petit peu la même chose qu'avec un véhicule à essence. Quand vous le démarrez en hiver, vous consommez beaucoup plus qu'au printemps ou à l'automne. Donc, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit, mais ce n'est pas un problème majeur. On peut s'adapter très facilement. Il faut juste ajuster ses habitudes au niveau du déplacement. L'autre aspect, c'est que la batterie du véhicule électrique, son utilisation, elle va bien au-delà que pour faire déplacer le véhicule. On peut dire que pour déplacer le véhicule, c'est la première vie de la batterie. Elle dure entre 8 à 12 ans. On ne dit pas plus en ce moment, c'est qu'on n'a pas de véhicule de plus de 12 ans avec des batteries de plus de 400 km qui existent aujourd'hui. Mais au niveau de la recherche et développement qui sont faites, ça peut aller beaucoup plus loin. Il y a la deuxième vie de la batterie, c'est une batterie stationnaire dont la durée de vie serait de 10 ans à quasiment 20 ans. Ça, ce serait l'équivalent d'avoir une génératrice à la maison. Vous pourriez l'utiliser pour alimenter votre maison lors des pannes de courant. Donc, encore un gain au niveau des émissions de gaz à effet de serre, parce que là, vous utiliseriez juste la batterie
pour alimenter la maison plutôt qu'une génératrice à essence. Puis la troisième ville, la batterie, ce serait le recyclage. Aujourd'hui, il y a des entreprises au Québec, en Ontario, qui recyclent de 80 à 95% des minéraux et des métaux qui sont présents dans les batteries. Puis avec le développement donc, de nouvelles technologies qui vont utiliser moins de minéraux et de métaux dans les batteries et le développement des filières de recyclage, eh ben, on va laisser beaucoup moins de résidus et de matières qui ne sont pas réexploitées pour créer de nouvelles batteries. Un aspect qui est important en hiver, eh ben, le véhicule électrique s'allume très bien. On dit qu'un véhicule électrique s'allume parce que c'est un appareil électrique, c'est comme un toaster ou un four micro-ondes. On ne le démarre pas, on l'allume puisque c'est électrique. Ben, c'est pareil avec la voiture. Donc, c'est une petite précision. Ce type de véhicule peut être préchauffé et dégivré sans pollution ni usure. Il faut savoir que quand vous faites tourner votre moteur au ralenti pour le faire chauffer le matin, vous réchauffez seulement quelques composants. Mais en fait, pour réchauffer la totalité du véhicule, la meilleure solution, c'est de le faire, de se déplacer au ralenti, donc tout doucement. Puis, il y a un site du gouvernement du Canada qui donne de l'information sur ce sujet-là. Puis ça se présente sous la forme de différentes rubriques, comme saviez-vous que la troisième affirmation, c'est que si vous faites tourner le moteur au ralenti pendant plus de 10 secondes, vous consommez autant de carburant que si vous le coupez et le redémarrez. Au-delà de 60 secondes, ça ne sert plus à rien de faire tourner le véhicule, sauf si vous voulez avoir un peu de chaleur. Mais si vous gardez le moteur allumé, vous allez l'abîmer prématurément. Donc, en général, c'est mieux de le couper, sauf, il y a une petite pression, sauf dans la circulation, il vaut mieux pas le couper pour question de sécurité. Donc, voilà un petit peu les généralités du véhicule électrique. Si vous avez d'autres questions, vous aurez mes coordonnées à la fin de la présentation, donc n'hésitez pas à m'en faire part. Maintenant, comment choisir son véhicule électrique? Ça se fait en fonction de 3 principaux critères. Le premier, c'est le coût d'achat, parce que c'est vrai qu'un véhicule électrique, c'est plus cher qu'un véhicule à essence. C'est pour ça qu'après, on va parler des incitatifs. Il faut aussi regarder l'autonomie désirée avec une charge, parce que plus l'autonomie est grande, plus le véhicule va être cher. Donc, si vous voulez faire 400 km et plus, ça va être supérieur. Le coût du véhicule va être supérieur à un véhicule qui a juste une autonomie de 200-250 km. Il faut aussi définir vos besoins d'utilisation. Est-ce que vous devez tracter des roulottes ou alors vous devez transporter des charges lourdes? Dans ce cas-là, aujourd'hui, on n'a pas des camions qui sont disponibles, qui sont 100% électriques. Donc là, début mars 2021, on va dire que le meilleur véhicule pour des besoins de tracter des charges lourdes, c'est un camion à diesel. Mais d'ici quelques années, on voit des constructeurs comme Ford ou Tesla qui vont proposer des modèles 100% électriques. Peut-être qu'à ce moment-là, si je refais ma présentation, je dirais bonne nouvelle, pour tirer des roulottes et transporter du matériel, vous avez des camions électriques. Le diesel peut être mis de côté. Il existe de très bonnes ressources qui sont proposées par l'Association des véhicules électriques du Québec, l'AVEQ, qui ont préparé différents guides. Puis dans cette présentation, moi, je vais vous présenter les guides qui ont été faits. Je trouve ça bien plus pertinent que de créer des nouveaux guides avec la même information. Donc, je vais vous présenter ce type de guide-là. Vous voyez, ça s'intitule « Choisir un véhicule rechargeable qui répond à vos besoins ». Puis dedans, on retrouve de l'information comme sur l'utilisation des batteries. Et aussi, vous avez différents tableaux pour donner de l'information sur les véhicules. Là, je vous présente un Kona donc, qui est 100% électrique. On peut le voir ici sur la petite icône. Au niveau des informations, on a la catégorie du véhicule. On voit qu'il est 100% électrique. Ici, on voit la capacité de la batterie, donc 64 kWh. C'est l'unité utilisée pour voir la capacité de la batterie. Avec cette capacité-là, le constructeur annonce 415 km d'autonomie. C'est une 5 places. Et regardez le coût du modèle, 44 999. Il a une signification, je vais arriver juste après. Puis le 13 000, ici, c'est le montant de l'incitatif qui est proposé par la province du Québec. Et aussi, vous allez voir, je vais aborder ce point-là parce que c'est très important au Nouveau-Brunswick. Et vous avez le coût d'utilisation pour 20 000 km. Vous avez aussi des véhicules hybrides rechargeables dans le guide, comme ici, l'icône est scindée en deux, donc un hybride rechargeable. La capacité de la batterie est bien inférieure au Kona que j'ai présenté précédemment. L'autonomie est de seulement 40 km. Mais ça, ce type de véhicule-là est intéressant si vous pouvez vous déplacer depuis votre domicile jusqu'à votre lieu de travail sur le moteur 100% électrique. La charge va être très rapide, puis vous allez faire des grosses consommations d'essence parce que en hiver, quand vous faites des petits trajets, c'est là que vous consommez le plus.
Donc, l'avantage de l'hybride, c'est que sur les petits trajets, vous pouvez être 100% électrique. Puis, lorsque vous devez aller un petit peu plus loin, le moteur thermique prendra le relais. Puis, la transmission va être optimisée, donc vous allez consommer moins qu'avec un moteur à essence classique. Le coût du modèle est aussi inférieur, seulement 30 000 $ à peu près. Puis, à côté, on retrouve encore le montant pour l'incitatif du Québec. Et là, donc, vous pourrez télécharger en cliquant sur ce lien-là. Vous aurez tout de suite accès au guide de l'AVEC. Au niveau des incitatifs disponibles, le premier, c'est l'incitatif du gouvernement fédéral qui est disponible depuis 2019. Il y a 2 montants qui ont été définis. Le premier, c'est 5 000 $ de rabais sur le montant avec taxe pour l'achat d'un véhicule électrique, un hybride rechargeable ou un véhicule avec une pile à hydrogène qui peut franchir de longues distances. Dans la présentation, je ne parle pas du véhicule avec une pile à hydrogène, parce qu'on n'a pas vraiment des modèles de série. Puis il me semble qu'au Québec, il y a juste 3 stations de recharge pour faire recharger ce type de véhicule-là, donc c'est encore un petit peu trop novateur. Et le deuxième aspect, c'est 2 500 $ de rabais pour le même type de véhicule, donc électrique, hybride rechargeable, pile à hydrogène, mais qui ont une plus faible autonomie. Toutes ces informations-là sont disponibles sur le site qui répertorie l'incitatif fédéral pour les véhicules zéro émission, c'est l'incitatif IVZE. Les critères d'admissibilité pour aller chercher ces montants de 5 000 $ ou 2 500, il faut que pour un véhicule de 6 personnes ou moins, le prix du modèle de base il doit être inférieur à 45 000 $. C'est pour ça que le Kona que je vous ai présenté juste avant, avec son prix de 44 999 $, il est 1 $ en dessous du plafond de l'incitatif fédéral, c'est juste pour être éligible au montant de 5 000 $ de rabais. Il faut aussi savoir que le modèle le plus dispendieux que vous pouvez acheter pour avoir le rabais, il ne faut pas qu'il dépasse 55 000 $. Au niveau des véhicules de 7 personnes et plus, le véhicule de base ne doit pas dépasser 55 000 $ et il doit être inférieur à 60 000 $ pour les versions les plus coûteuses. Aujourd'hui, on n'a qu'un seul véhicule qui est admissible à l'incitatif fédéral, c'est un Chrysler Pacifica hybride. La mauvaise nouvelle, c'est que j'ai contacté plusieurs concessionnaires au Nouveau-Brunswick, aucun ne peut avoir ce type de Chrysler. Donc, c'est pour ça qu'il faut laisser savoir certainement les concessionnaires pour montrer qu'il y a une demande afin qu'ils adaptent l'offre en conséquence. Pour retrouver la liste des véhicules qui sont admissibles, vous pouvez cliquer sur ce lien ci-dessous. Puis, vous allez tomber sur un tableau qui répertorie les véhicules en fonction de leur année, de leur type, le type de carburant, le nombre de places. Puis vous verrez la capacité de la batterie. Le critère, c'est est-ce que la batterie est supérieure ou inférieure à 15 kWh. Et en fonction de ça, vous aurez soit l'incitatif de 5 000 $, soit l'incitatif de 2 500 $. Par rapport aux autres provinces, c'est très rapide aussi. On va comparer par rapport au Québec, à la Colombie-Britannique et le reste des provinces et territoires. Donc, voici les rabais dont je viens de vous parler. 5 000 $ pour les véhicules électriques qui ont une grande autonomie et 2 500 pour les hybrides rechargeables qui peuvent faire des plus petites distances. Au niveau du Québec, avec l'incitatif rouler vert, le gouvernement provincial fait un incitatif de 8 000 $ en plus des 5 000 pour les véhicules électriques, soit 13 000 $ de rabais. Pour un hybride rechargeable, c'est 4 000 $, la moitié de l'incitatif électrique, plus les 2 500 du fédéral, on arrive à un total de 6 500 $. Dans ce cas-là, avec ces 13 000 et 6 500 $ de rabais, c'est très intéressant d'acquérir un véhicule électrique parce que l'écart avec un véhicule à essence est seulement de quelques milliers de dollars. En Colombie-Britannique, il y a également un incitatif provincial qui est moindre, mais qui a quand même le mérite d'exister. 3 000 $ de rabais offert par la province pour un total de 8 000 $ pour un véhicule électrique et 1 500 pour un hybride rechargeable. On arrive à un total de 4 000 $. Pour les autres provinces, territoires, donc, on retrouve les incitatifs offerts par le gouvernement fédéral, et puis c'est tout. Les autres provinces, territoires n'ont pas d'incitatif en particulier, et c'est là que ça pose un problème, parce que comme les véhicules sont plus dispendieux, si on ne donne pas un petit coup de pouce financier aux personnes, c'est sûr que ça ne va pas permettre les ventes des véhicules électriques de se développer dans les zones rurales. Un article qui est très récent, qui a été produit par Radio-Canada, donc le 17 février, on voit le nombre d'incitatifs qui ont été donnés par le gouvernement fédéral, donc le 5 000 ou 2 500 pour les ventes de véhicules. On retrouve le Québec qui a le plus fort incitatif provincial, qui a vendu le plus de véhicules électriques, suivi par la Colombie-Britannique qui a le deuxième incitatif provincial. Puis ensuite, on retrouve l'Ontario, du fait de leur forte population. Puis en Atlantique, c'est seulement 661 véhicules
qui ont pu bénéficier de l'initiative du gouvernement fédéral. Donc, c'est vraiment très faible, voire marginal par rapport au Québec et à la Colombie-Britannique. L'article de Radio-Canada avait listé que seulement 0,4% des véhicules en Atlantique étaient hybrides ou électriques. Et là, ça soulève une contradiction, parce qu'au niveau provincial, au Nouveau-Brunswick, il y avait un plan d'action pour les changements climatiques qui a été fait en 2016, notamment la mesure 46, qui listait un objectif de 2500 véhicules électriques sur les routes en 2020 et un objectif de 20 000 véhicules sur les routes en 2030. Il y a un rapport d'étape qui a été fait sur le plan d'action en 2020. Puis, avec les chiffres qui ont été présentés par Radio-Canada, aujourd'hui, en février 2021, on est seulement à 624 véhicules qui sont sur les routes. Le Nouveau-Brunswick est la troisième province pour la région Atlantique en termes de nombre de véhicules électriques hybrides rechargeables sur les routes. Il faut savoir que la première province, avec 984, c'est Terre-Neuve et Labrador. Elle est suivie de l'île du Prince-Édouard avec 641 véhicules. Donc, les provinces qui sont plus petites que le Nouveau-Brunswick sont devant les plus grosses en nombre de véhicules sur les routes. Et puis, la Nouvelle-Écosse est la dernière province de l'Atlantique en nombre de véhicules électriques, seulement 452, alors qu'elle a la plus grande population. Donc là, on voit que le gouvernement a fait des objectifs en 2016 pour 2020-2030, mais comme on n'a pas d'incitatif financier, eh bien, les ventes sont très marginales. Et puis, si on continue à ce rythme-là, juste avec l'incitatif fédéral, peut-être qu'on arrivera juste à l'objectif de 2020 en 2030. Donc, c'est vraiment un problème majeur. Puis, c'est pour ça qu'on fait ce genre d'activité. C'est pour vous donner de l'information, que vous regardiez si un véhicule électrique est adapté à vos besoins. Et n'hésitez pas à laisser savoir les concessionnaires ou alors à participer à des associations qui regroupent les usagers ou les personnes qui sont intéressées par des véhicules électriques. Puis nous, à l'association, on pourra mettre tout ce monde-là en relation, lister, puis aller voir le gouvernement et puis dire, regardez, si vous voulez atteindre les objectifs que vous avez définis en 2016, il faut donner un coup de pouce aux gens. Donc faites un incitatif financier, comme le Québec, la Colombie-Britannique, vous voyez que ça a incité les gens à acheter des véhicules électriques. Midi et demi, je vois qu'on est dans les temps. N'hésitez pas à me faire part si vous avez des questions. Je pourrai y répondre en fin de présentation. Et comme je le disais, la présentation vous sera partagée, donc vous pourrez parcourir un petit peu tous les liens qui sont disponibles en bas des différentes diapositives. Maintenant, j'aborde les aspects des bornes de recharge, parce qu'il y a différents niveaux qui existent. Le premier niveau, c'est une prise classique que l'on a tous chez nous, donc avec une puissance de 120 volts, et à peu près une puissance de 1,5 kW, c'est une prise standard. Le coût d'utilisation pour une recharge, il est inférieur à 20 centimes par heure de recharge. Et avec ça, on retrouve 6 km d'autonomie par heure de recharge. Si vous avez un véhicule qui a plus de 400 km d'autonomie, si vous chargez à 6 km/h, ça va prendre très très longtemps. C'est pour ça qu'il vaut mieux se tourner vers des bornes de niveau 2, comme celle-ci. Celle-ci qui vous est présentée, c'est une borne publique du réseau branché d'énergie Nouveau-Brunswick. Le coût pour une borne publique présentée ici, c'est 1,50 $. Pour une borne privée donc, que vous pouvez installer chez vous, c'est du 70 cents par heure de recharge. Là, on arrive à 40 km d'autonomie retrouvée par heure de recharge. Donc, si votre véhicule a une grande autonomie, vous pouvez le charger en une nuit, vous allez retrouver sa pleine capacité. Voici à quoi ressemble une borne de recharge privée que vous pouvez installer chez vous. C'est un petit boîtier qui peut être fixé au mur, en intérieur, en extérieur, puis auquel vous branchez votre véhicule. Je vais avoir une section qui est spécialement consacrée aux bornes privées juste après. Lorsque vous êtes en déplacement, si vous devez vous recharger plus rapidement afin d'atteindre votre destination, vous avez des bornes rapides, où là, le coût est plus important, 15 $ par heure de recharge, et on arrive à retrouver des autonomies de 400 km par heure de recharge. Vous voyez, plus on veut charger vite, plus le coût est important. Puis sur ces bornes-là, on paye à l'heure de recharge. C'est qu'en fait, l'utilisation du borne rapide, c'est intéressant jusqu'à 80% de la charge, parce qu'au-delà, la puissance va ralentir pour ne pas endommager la batterie. C'est pour ça que quand vous chargez votre véhicule, allez sur une borne rapide jusqu'à 80%, puis au-delà, allez sur une borne de niveau 2 ou alors continuez votre trajet. Puis, il existe également les superchargeurs Tesla. La puissance est encore supérieure. On pourrait dire que ce sont des bornes très rapides, mais c'est seulement adapté pour les véhicules Tesla. La deuxième génération de ces chargeurs-là est de 150 kW. Pour cela, les chargeurs, le coût, c'est à peu près 40 $ par heure de recharge. Et on arrive à retrouver du 400 km d'autonomie par heure de recharge.
Les puissances qui sont indiquées ici, 150 kW, ça correspond au pic maximal qui peut être attribué au véhicule lors de sa recharge durant une session. Il faut savoir qu'en fonction des pics de consommation électrique, vous soyez en dessous de ça, peut-être 100, 150. Et imaginez si vous retrouvez un superchargeur Tesla, par exemple sur l'île de Miscou, à 150 kW, ben, si vous branchez votre véhicule et que vous prenez toute cette puissance-là, il y aura très certainement plus d'électricité dans la péninsule acadienne, parce que les réseaux n'est pas dimensionné pour. Donc, c'est pour ça qu'en plus de l'amélioration des véhicules, il faut que les réseaux de recharge se développent, que l'infrastructure se consolide afin de supporter ces puissances qui sont très, très importantes. Une petite précision, c'est que les chargeurs de niveau 1 et 2, c'est du courant alternatif, comme on a chez nous. C'est la voiture qui va convertir le courant reçu, donc alternatif, en courant continu, parce que la batterie des véhicules, c'est du courant continu. Tandis que les bornes de niveau 3 ou les superchargeurs, eh bien, les bornes reçoivent du courant alternatif, elles font la conversion de ce courant-là en courant continu, et puis elles le versent directement au véhicule. C'est pour ça que ça va plus vite aussi, c'est qu'en fait, la voiture ne doit pas convertir l'électricité avec des bornes rapides, et c'est pour ça que les temps de chargement diminuent. C'est comme si vous versiez un petit peu, vous remplissiez un réservoir avec les bornes de niveau 3 et les superchargeurs Tesla, vous versez ça directement, tandis qu'avec une borne de niveau 1, niveau 2, bah, c'est comme si vous aviez un petit entonnoir qui réduisait le débit. Maintenant, les bornes de recharge privée, donc que l'on peut installer chez soi, il y a plusieurs questions à se poser pour voir comment on peut installer ce type d'équipement. Le premier, c'est de voir, est-ce que vous voulez l'installer à l'intérieur ou à l'extérieur? Dans ce cas, il faudra trouver un modèle qui est résistant aux intempéries, à la pluie, au froid, à la neige. Il faut aussi regarder la longueur du câble de recharge. Il y a des modèles qui ont peut-être 5, 4 mètres, 8 mètres, 10 mètres de longueur de câble. Puis là, c'est voir en fonction d'où vous serez stationné pour la recharge, parce que ça serait dommage d'avoir votre véhicule qui est stationné et qu'au final, la longueur de câble de la borne est trop courte. Ça serait un fâcheux problème. Au niveau de la puissance, le plus simple, c'est de contacter un électricien. Vous pouvez faire des recherches sur Internet pour avoir les spécifications des produits, puis après, vous pouvez le montrer à un électricien, vous lui demandez si votre système il peut supporter ce nouvel équipement. Il y a aussi la garantie du fabricant à prendre en compte, entre 1 et 4 ans, et le fait que la borne, si vous voulez une borne intelligente ou pas. Une borne intelligente, ça veut dire qu'elle peut limiter sa puissance en fonction de ce qui est disponible. Par exemple, si vous rechargez votre véhicule en journée, vous faites tourner votre sécheuse et votre fourneau, ben, il y aura moins de puissance disponible pour la borne de recharge, tandis que si vous le chargez pendant la nuit, lorsque vous dormez, toute la puissance est disponible, et là, la borne va être vraiment à son 100% pour recharger efficacement votre véhicule. Pour ça, vous pouvez trouver de l'information pertinente en français, encore une fois, sur le site de l'AVEC, qui a une section qui est consacrée aux bornes de recharge. Puis, on retrouve différentes informations, comme les réseaux de recharge qui existent, et aussi des guides d'achat, où vous pouvez déterminer un petit peu la borne qui correspond à vos besoins, où est-ce que vous la mettez, intérieur, extérieur. Et les deux derniers points, l'installatif et les entrepreneurs électriciens, ça c'est spécifique au niveau au Québec. C'est pour ça que vous pouvez faire les recherches préliminaires, puis après, parlez-en à un électricien certifié au Nouveau-Brunswick. Il y a même des guides d'installation pour différents emplacements, tels que votre domicile, des condos, les commerces et également les municipalités. Donc vraiment, vous pouvez consulter ça, vous verrez les ratios. En général, on dit le prix de la borne, quel pourcentage peut considérer pour l'installation avec l'électricien. Donc c'est très pertinent, je vous invite à aller consulter ces ressources. Au niveau des réseaux des bornes de recharge, il existe énormément d'informations, plusieurs outils. Le premier qui existe au Nouveau-Brunswick, c'est le réseau branché d'Énergie Nouveau-Brunswick. On a aussi des applications comme PlugShare ou ChargeHub qui existent, qui répertorient les bornes qui sont publiques en libre service. Le circuit électrique, c'est l'équivalent du réseau branché, mais pour la province du Québec. Le réseau Flow par Radénergie, c'est un réseau qui est partout au Canada. Et enfin, on a le réseau Tesla qui est spécifique à ce type de véhicule. Au niveau provincial, là, c'est un extrait de l'application ChargeHub, où les bornes en jaune, ce sont les bornes rapides. En bleu, ce sont les bornes de niveau 2. Puis on peut voir, il y a différents logos, comme un petit éclair, c'est une borne classique d'Énergie Nouveau-Brunswick. Puis ici, on a le petit logo de Tesla, ce sont les superchargeurs Tesla. Vous voyez, n'importe où sous la province, nous sommes très bien desservis, que vous soyez dans la péninsule acadienne, Restigouche, le nord-ouest ou plus le sud-est, vous pourrez vous déplacer pour des longs trajets et faire des recharges rapides pour continuer vos déplacements.
Par exemple, si vous partez de Bathurst, pas de problème pour vous rendre à Fredericton, vous pourrez charger au niveau de Dogtown. Et c'est pour ça qu'on dit que la province du Nouveau-Brunswick, elle est très bien desservie en bande rapide, contrairement à des régions comme au Québec ou dans le Saguenay, il y a beaucoup moins de bornes de recharge. Donc, consultez ces outils-là, planifiez votre voyage en fonction de l'emplacement des bornes de recharge rapide. Puis vous verrez qu'en général, il y a des restaurants, des petites choses à faire pour qu'une heure de recharge, vous retrouviez votre 80% d'autonomie, puis vous pouvez continuer votre déplacement. Il faut savoir que le réseau branché d'Énergie Nouveau-Brunswick, il est interexploitable avec les bornes de recharge flow qui sont partout au Canada, mais aussi avec le réseau du Québec. Ça veut dire que si vous êtes un membre du réseau branché Nouveau-Brunswick, vous pourrez utiliser le réseau du Québec et le réseau du Canada. C'est vraiment intéressant parce que ça évite d'avoir une carte pour chaque réseau, ce qui serait vraiment problématique. Pour utiliser ces réseaux-là, il y a deux possibilités. C'est tout d'abord, vous utilisez l'application sur un téléphone intelligent, ou alors vous avez une carte membre, parce que vous verrez sur les bornes de recharge, on ne peut pas passer de carte de crédit ou payer en cash, il faut déverrouiller avec son téléphone cellulaire, soit passer la carte devant le petit scanner. L'avantage de la carte par rapport au téléphone, c'est que si votre téléphone n'a plus de batterie, vous pourrez quand même scanner la carte, donc utiliser la borne. Si votre téléphone n'a pas de réseau, donc de data pour se connecter à l'application, vous pourrez quand même, encore une fois, utiliser la carte. Et puis, si la borne, elle fonctionne, vous avez du réseau, vous avez de la batterie, mais la borne, elle a un petit souci technique, elle est en mode autonome, c'est-à-dire qu'elle est déconnectée du réseau. Si vous n'avez que votre téléphone, vous ne pourrez pas l'utiliser, tandis qu'avec la carte, vous pourrez encore procéder à la recharge. Au niveau des procédures, des directives d'Énergie Nouveau-Brunswick, donc pour les bornes de niveau 2, la première étape, c'est de déverrouiller la borne, soit avec la carte quand vous la scannez, soit avec votre téléphone. Ensuite, vous prenez le pistolet, ça va déverrouiller la petite trappe. Vous mettez le pistolet donc, sur votre port de recharge sur le véhicule. La charge va s'enclencher toute seule. Puis quand vous avez terminé, vous débranchez le pistolet, vous le remettez dans la trappe, vous fermez la trappe, puis c'est terminé. Votre compte sera débité par rapport au temps qui a été passé. Tandis que pour une borne de niveau 3, comme il y a plus de puissance, le pistolet est tout d'abord en libre accès. Vous prenez le pistolet, vous le branchez à votre véhicule, vous déverrouillez la borne avec votre carte ou avec le cellulaire. Puis là, vous lancez la charge en appuyant sur le bouton démarrer. Puis quand c'est terminé, vous l'arrêtez. Moi, j'ai eu l'occasion de recharger un véhicule lorsqu'il pleuvait très, très fort. Il n'y a eu aucun problème d'électrocution ou quoi que ce soit. C'est vraiment très bien sécurisé. La borne de niveau 3, vous branchez votre pistolet, vous appuyez sur le bouton, vous attendez. Puis en fonction des véhicules, vous verrez que la charge rapide, ça donne la durée restante avant d'atteindre les 80% de charge de la batterie. Puis on voit aussi sur le véhicule la puissance qui est de la recharge, donc 50 kW jusqu'à 80%. Puis si vous attendez un petit peu, 81%, vous verrez que la puissance diminue drastiquement. Donc là, ça ne vaut plus la peine de payer 15 $ de l'heure pour charger le véhicule. Il vaut mieux continuer son trajet ou passer sur une borne de niveau 2. Puis c'est comme, encore une fois, avec un téléphone cellulaire. Maintenant, on a des chargeurs qui sont très puissants, de 40 watts et plus. Puis, si on utilise seulement ces charges qui sont très rapides, ça endommage un petit peu, ça va réduire la durée de vie de la batterie. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux charger rapidement 80%, puis après finir tranquillement avec un chargeur de niveau 2. Par rapport à l'utilisation du téléphone pour utiliser une borne de recharge publique, il y a différentes applications qui existent, comme celle d'Énergie Nouveau-Brunswick, le réseau branché, puis le réseau Flow. Puis, pour regarder, on dit que le réseau est interexploitable, parce que si on regarde un petit peu, c'est AD Énergie qui a développé les deux applications. Puis les interfaces ci-dessous, elles sont très, très similaires. On voit la carte un petit peu, les informations sur les bornes et également comment on fait pour le paiement. Un exemple pour utiliser une borne de recharge avec son cellulaire, vous sélectionnez la borne sur la carte, comme ici celle du Atlantic Coast à Bathurst. Vous voyez qu'elle est libre, vous voyez les types de connecteurs pour brancher votre véhicule, puis le tarif. Lorsque vous cliquez sur démarrer la session, soit vous avez un compte client, soit ce n'est pas requis. Avec un compte client, vous mettez de l'argent sur votre compte avant la charge, comme par exemple un montant de 15 $ qui sera déduit à la fin de la charge, ou alors vous pouvez saisir vos informations de carte de crédit, puis vous serez débité à la fin de la session. J'ai eu l'occasion d'essayer avec et sans compte client, ça a très bien fonctionné. Et puis, si vous êtes mal pris, vous arrivez devant une borne de recharge, vous n'avez pas de carte, il y a un numéro d'urgence, il y a tout le temps du personnel qui est là pour vous guider.
Moi, ça a été mon cas. J'avais 20 km d'autonomie sur un véhicule. Je ne savais pas comment faire ma première charge. J'ai appelé ce numéro-là. L'agent d'énergie NB m'a dit télécharge l'application, tu suis telle directive. Puis ça s'est vraiment très bien fait. C'est un petit stress au début, mais après, une fois qu'on a pris le coup de main, il n'y a plus aucun problème. J'arrive un petit peu vers la dernière partie de la présentation pour garder un petit peu de temps pour les questions. Je vais vous parler là du projet SAUVE qui est actuellement en cours, avec la FMNB. SAUVE, ça signifie Système d'autopartage des véhicules électriques en région. Il y a aussi le concept des stations-service électriques, SSE. Ça a été développé par un consultant du Québec, YHC Environnement, et la FMNB donc, participe à ce projet pilote. Le premier aspect du projet SAUVE, c'est tout d'abord, on intègre un véhicule électrique dans des flottes municipales. Ça veut dire qu'on avait des camions en général qui étaient en fin de vie. Puis plutôt que de racheter un camion à essence, on a proposé de mettre un véhicule électrique qui serait peut-être plus adapté aux besoins pour les déplacements de personnel. Donc, ça a été le premier aspect du projet. Ensuite, on a implanté, développé des stations-service électriques. Station-service électrique, c'est que vous prenez une borne de recharge, on va regarder attentivement où est-ce qu'on peut la mettre pour qu'elle soit utilisée, parce que c'est un problème qu'on retrouve aussi. Des fois, les bornes de recharge sont placées un petit peu rapidement et elles ne sont pas vraiment utilisées. Tandis qu'avec la station et service, on veut que l'emplacement soit bon, mais qu'en plus, on bonifie la borne avec de l'information locale, comme par exemple pour dire à telle distance, vous retrouvez tel restaurant, vous pouvez vous retrouver près d'une plage ou d'un parc, afin d'agrémenter de rendre plus agréable votre temps lorsque vous patientez pendant la charge du véhicule. Le troisième aspect, et le plus important, c'est de développer un système d'autopartage des véhicules avec les communautés. C'est qu'en fait, quand le véhicule électrique il est utilisé par la municipalité, on va prendre l'exemple du chef des travaux publics, il va aller contrôler ses chantiers de 8h30 à 4h30. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on veut aussi utiliser le temps où le véhicule il est plus utilisé par la municipalité, comme par exemple, à partir de 4h30, il y aurait le système d'autopartage où la municipalité pourrait dire moi, je vais partager le véhicule avec les organismes communautaires. Puis l'organisme qui s'occupe du bingo, il pourra aller sur la plateforme SAUVE, regarder le véhicule de la municipalité, il dit moi, j'en aurais besoin de 6h à 7h30 parce que je dois aller faire des courses. Donc là, vous vous inscrivez. Puis la personne de l'organisme qui s'occupe du bingo, il pourra aller chercher le véhicule, se déplacer pendant 1h30, puis après, il remettra la bande de recharge, et puis là, le véhicule sera disponible pour quelqu'un d'autre. On a 5 municipalités, donc membres de la FMNB, qui participent au projet SAUVE. On a la ville de Beresford, Dieppe, Saint-Quentin, Chipagan et Tracadie. Donc, si vous allez dans ces municipalités-là, vous verrez des véhicules avec un sticker SAUVE, véhicule électrique. Puis, vous pourrez dire que, tiens, ce véhicule-là, il pourra être mis bientôt en autopartage. Puis, n'hésitez pas à poser des questions à la municipalité pour savoir quels sont les critères pour s'inscrire et pour pouvoir bénéficier de l'autopartage avec le véhicule électrique. Le véhicule l'organisme qui subventionne ce projet-là, donc c'est le Fonds municipal vert qui est géré par la Fédération canadienne des municipalités. Puis ça permet de développer, avec l'aide du Fonds municipal vert, des projets pilotes tels que le projet SAUVE, et afin de proposer des nouvelles solutions de transport partagé, transport électrique aux communautés. Les impacts du projet SAUVE, il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'il faut s'adapter à utiliser un système de gestion de flotte et se formaliser à son fonctionnement. Ça, c'est se formaliser à l'utilisation d'une plateforme pour réserver le véhicule. On fait déjà ça très souvent, comme par exemple pour réserver un hébergement, un hôtel. Des fois, on va sur Internet, on réserve les dates où on va dormir là-bas. Et puis, là, ce sera pareil que le véhicule. Au lieu que ce soit pour des nuits, ce sera des tranches horaires, 1h, 1h30 ou 2h. La deuxième chose, c'est de modifier le comportement des employés municipaux. On avait constaté lors de l'étude de faisabilité du projet SAUVE, c'est qu'il y avait un employé municipal, il y avait son camion. Donc, l'utilisation n'était pas vraiment optimisée. Puis là, il faut dire aux personnes, regarde, si tu te déplaces très peu, c'est peut-être pas nécessaire que tu aies ton propre camion à toi. Donc ça, il faut faire aussi un changement des mentalités. On va aussi optimiser l'utilisation des véhicules en fonction des besoins. Comme je le disais juste avant, c'est que le véhicule va être utilisé de 8h30, 4h30 par exemple par la municipalité, mais qu'après il sera disponible pour les communautés. Si vous faites regardez chez vous votre véhicule, vous verrez que vous l'utilisez très très peu. Par exemple, peut-être 15% du temps il va alors rouler, mais le reste du temps il va rester stationné. Donc ce qu'on veut faire avec le projet SAUVE, c'est plutôt que le véhicule soit utilisé pour 15% du temps
et il soit stationné 85% du temps, au final, il soit utilisé 30, 40, voire même 50% du temps, ce qui sera beaucoup plus intéressant. Et enfin, l'aspect très important, c'est que ça va permettre donc aux 5 municipalités de développer un service de transport collectif individuel. En transport collectif, parce que le véhicule, ce sera de l'autopartage, il pourra être disponible pour les organismes communautaires ou pour les communautés, mais quand vous pouvez réserver pour une personne seulement, c'est un transport individuel, mais qui est collectif, donc c'est vraiment intéressant. Si vous devez faire une course toute seule, vous pouvez vous en servir, mais aussi vous pouvez faire du covoiturage. Donc, vous voyez que ça va changer les habitudes de consommation et de déplacement. Puis, c'est vraiment intéressant de permettre à des municipalités en zone rurale ou alors à des villes plus importantes dans la province d'adopter ce type de système. Maintenant, on va regarder un petit peu vers l'avenir pour terminer un peu la présentation. Quel est l'avenir de la mobilité électrique? Tout d'abord, on constate qu'il y a des investissements massifs qui sont faits pour développer des nouvelles technologies. Par exemple, on a la Commission européenne, ça date de début du mois de février, elle a approuvé un financement de 4,5 milliards de dollars pour faire un développement intégré de batteries. Ça veut dire que ça va améliorer la technologie. S'il y a des financements aussi conséquents qui sont faits par les organismes publics, c'est qu'ils croient à la technologie que ça va se développer. On a aussi des investissements privés, comme par exemple ici Jaguar, qui veut faire des gammes 100% électriques d'ici 2025, d'ici 4 ans. Donc, vous voyez que si le secteur privé et le secteur public font des investissements massifs pour convertir leurs produits, c'est qu'ils pensent que la mobilité électrique, ça ne va pas s'arrêter d'ici 3 ou 4 ans. Ce n'est pas un phénomène éphémère, c'est que c'est vraiment parti pour durer. On a aussi une amélioration de l'autonomie des véhicules avec des recherches et développements pour de nouvelles batteries. Encore un exemple, là, il y a des chercheurs qui arrivent à des autonomies de 2000 km. On parle de nouveaux types de batteries, peut-être au sodium plutôt qu'avec du lithium. Donc, ce type de batterie-là pourrait être plus facile à recycler, donc moins de pollution qui sera émise lors de l'extraction des matières premières et aussi lors des processus de fabrication. Donc, le petit schéma que je vous présentais tout à l'heure avec un petit peu l'analyse du cycle de vie du véhicule électrique, avec l'amélioration des technologies, la pollution va diminuer. Puis le point de bascule où un véhicule électrique sera plus écologique qu'un véhicule à essence, on va l'atteindre plus rapidement, peut-être aux alentours de 5 000, 10 000 km dans un futur proche. Vous voyez, les chiffres sont assez récents. Ici, on parle de l'amélioration des batteries au 16 novembre 2020. Après, on peut avoir des plus grosses autonomies de batterie, mais si on charge sur des prises de niveau 1 à 6 km par heure, ça ne va pas aller bien vite. C'est pour ça qu'il y a des réductions des temps de recharge avec l'amélioration des bornes. Un nouvel exemple. Tout à l'heure, je vous parlais des superchargeurs Tesla, une puissance de 150 kW. Tesla est en train de travailler sur la 4e version de ces chargeurs. Là, on passerait à 350 kW. C'est vraiment très, très conséquent. C'est pour ça que, en plus de développer les véhicules, développer l'autonomie et la technologie, il faut améliorer la production d'énergie. Parce que si c'est pour faire fonctionner ces véhicules-là, on utilise des centrales au fioul ou au charbon, ce n'est pas vraiment intéressant. Donc, il faut que la production d'électricité soit un petit peu plus verte. Il faut que les réseaux soient dimensionnés pour supporter ces puissances-là. Parce qu'aujourd'hui, je ne pense pas que, encore mon exemple de la péninsule acadienne, puisse supporter une puissance de 350 kW. Donc, c'est vraiment un enjeu à regarder dans son ensemble. Aujourd'hui, on travaille, je vous donne de l'information sur les véhicules électriques, mais ça, c'est comme si vous aviez un niveau de zoom avancé sur une carte. Et puis, quand on regarde l'électrification des transports, il faut utiliser votre molette, dézoomer, puis vous verrez que ça va toucher les véhicules, les consommateurs, pour voir un petit peu créer une demande, mais aussi les professionnels qui doivent s'adapter pour adapter leur offre. Un coup de main des gouvernements provinciaux pour inciter à acquérir ce type de véhicules et aussi tous des projets d'infrastructures qu'il faut développer, améliorer. Puis un aspect qui est très important, c'est qu'il ne faut pas oublier que le chemin qui a été parcouru en 150 ans, là je remonte encore avant ma première voiture à essence qui a été produite de série, à la fin du 19e siècle, il y a un nouveau cycle qui débutait. Ces gens-là qu'on voit, ils devaient se demander pourquoi je prendrais un char à essence alors que le premier modèle qui vient de sortir il va seulement à 12 km/h, il n'y avait pas de station-service à chaque coin de rue. Donc, on peut transposer un petit peu ce constat-là en 2021. On se dit, pourquoi je passerais un véhicule électrique? On voit que maintenant, l'autonomie se développe très rapidement. On a des bornes de recharge. Donc, il y a un tournant qui est en train de se faire.
Si on regarde un petit peu en arrière, le cheval, il a laissé sa place à la voiture à essence, alors que ce n'était pas gagné au début. Là, ça va être pareil avec la voiture électrique. On arrive à terme à des décisions qui sont prises d'arrêter la vente des véhicules à essence d'ici un horizon de 2030. Donc, il vaut mieux commencer à se renseigner aujourd'hui, en 2021, plutôt que de fesser un mur en 2030, se dire, tiens, demain, je ne pourrai plus acheter de véhicules à essence, il faut que je me renseigne. Là, vous avez un outil pour vous renseigner, pour regarder si les véhicules aujourd'hui répondent à vos besoins. Puis surtout, n'oubliez pas que ça va évoluer très rapidement, donc peut-être que ça sera plus adapté, le véhicule électrique, pour vous d'ici peut-être quelques années, moins de 5 ans. Pour trouver de l'information au Nouveau-Brunswick, il y a un site internet qui a été créé, donc qui s'appelle Transition Mobilité Électrique, qui est mené avec la FMNB. On retrouve de l'information sur les bandes de recharge, aussi les véhicules électriques, les incitatifs. Puis je fais aussi une revue de presse de ce qui est publié sur ce sujet-là. Puis quand on regarde la tendance, on voit qu'avant, c'était un petit peu, on était un petit peu, comment je dirais ça, un petit peu sceptique de l'électrification des transports, mais on voit qu'avec des investissements, comme je vous montrais juste avant, des gammes, des voitures qui deviennent 100% électriques à horizon 2025, des investissements massifs qui sont faits, on voit que la tendance change. Donc, n'hésitez pas à consulter ce site-là. Ou alors, si vous avez des questions, vous pouvez également me contacter. Voici mes coordonnées. Donc, vous avez mon numéro de téléphone et mon numéro au bureau. Et donc, moi, je pourrais soit vous donner de l'information, ou alors soit vous dire, va consulter telle ressource qui est disponible à tel emplacement, ou sinon, je pourrais faire une petite recherche pour vous trouver un interlocuteur qui répondra à vos besoins. Je vois qu'on est rendu à 12h56, donc il nous reste encore à peu près 5 minutes pour la période de questions. N'hésitez pas à me l'indiquer. Puis pendant les quelques minutes qui restent, je vais continuer le partage d'écran et puis je vais vous montrer un petit peu les bornes de recharge. Comme ça, ça vous aura fait le tour de la question. Et voici, nous sommes rendus à la période de questions. Donc, je vais partager mon navigateur. Oups. Comme ceci. Je vais vous montrer la présentation qui vous sera transmise par courriel. Partager l'écran. Et voici. Donc, ça se présentera sous la forme d'un PDF comme celui-ci. Puis, je vais aller chercher l'information sur les bornes de recharge. Puis, vous voyez, vous allez tomber sur un lien. On va dire, par exemple, le réseau ChargeHub. Vous cliquez dessus, vous autorisez votre logiciel de PDF à accepter ça. Et voici, c'est en train de charger un petit peu plus long que prévu. Je pense que le Facebook Live est en train de drainer un petit peu la connexion Internet. Mais le site est en train de se charger. Je vais aussi vous partager l'enquête qui a été préparée afin de recueillir vos adresses courriels. Décidément, le site est très très lent ici. Je vais essayer d'en lancer un autre, juste pour voir. PlugShare, on autorise une nouvelle fois. On va voir le résultat qui est fait. Voici, l'application se lance. Bon, ça, je pense que c'est à cause du direct live Facebook qui draine un petit peu trop la connexion, ce qui fait que je vais arrêter le partage d'écran. Je vais allumer ma caméra. Me voici pour limiter un petit peu l'utilisation. L'écran est en train de se charger PlugShare. Une question qui a été nommée, doit-on s'attendre à une baisse des prix d'ici 2023 vu la concurrence, l'incitatif au public? Les prix sont en train de diminuer. Si on regarde la tendance, les premiers véhicules Tesla étaient bien plus dispendieux que ce qu'on retrouve aujourd'hui. Il y a des modèles grand public, on parle peut-être, il me semble que c'est du modèle 3, modèle Y à moins de 25 000 $ US. Pareil pour les autres concessionnaires comme les Chevrolet Bolt, on en trouve aux alentours de 40-45 000 $. Vous pouvez aussi regarder en fonction de vos besoins les véhicules deuxième main au Québec. On retrouve des véhicules avec une autonomie de 200 km, donc qui ont déjà été éprouvés quelques années, mais qui ont encore des très bonnes performances, ce
qui fait que ce type de véhicule pourrait être adapté à vos besoins aujourd'hui. Au niveau de la province, on n'a pas vraiment d'informations dessus, mais en faisant l'activité comme on fait aujourd'hui, en parlant dans les médias, ben, on se rend compte que c'est un problème majeur, encore le prix. Donc, il ne faut pas hésiter à faire remonter l'information, vos besoins aux concessionnaires, mais aussi à moi, la FMNB, pour qu'on puisse tout regrouper, puis voir présenter ça à la province et dire que ça ferait vraiment du sens de faire un incitatif provincial en plus du fédéral si vous voulez augmenter le nombre de véhicules, le nombre de ventes pour atteindre les objectifs qui ont été déterminés. Là, je vais regarder pour vous partager le lien sur partager une copie. Décidément, je cherche pour vous le partager. Et voici, copier le lien. Petit raccourci URL. Voici, le lien va vous être partagé. Et voici. Voilà. Donc, je pense avoir couvert un peu la totalité du sujet aujourd'hui consacré à l'électrification des transports. Je veux que l'application a chargé de mon côté, donc je vais pouvoir vous partager à nouveau mon écran. C'est vraiment très très lent. Oui. Mais vous voyez, quand j'ai cliqué sur le lien dans le PDF, vous retrouvez un petit peu les bandes de recharge. Donc, n'hésitez pas à le consulter, de même le réseau branché. Vous pourrez faire vos petites comparaisons, voir quel outil correspond le mieux à vos besoins. Et puis, voilà un petit peu pour le sujet d'aujourd'hui. Je vois qu'il est 13 h, donc on va essayer de respecter au maximum le temps qui m'était alloué pour cette présentation. Un mot d'ordre, si je devais résumer un petit peu tout, c'est soyez curieux, n'hésitez pas à poser des questions, renseignez-vous, puis vous verrez que c'est en constante évolution. Puis si on a l'occasion, on aimerait refaire ce type d'activité à l'association pour donner de l'information au grand public. Puis j'espère qu'une fois, on aura l'occasion de rencontrer les personnes directement dans les différentes municipalités pour continuer nos échanges. Je vous remercie pour votre participation aujourd'hui. La vidéo va être enregistrée, donc elle pourra être mise à disposition. Vous pourrez la revisionner. J'ai aussi les présentations qui avaient été faites lors des webinaires Zoom. La structure est un petit peu différente. Il y a un peu plus d'informations, notamment sur les gaz à effet de serre et puis les prochains modes de transport, comme des vélos électriques, des motos. Il y a même des camions qui s'en viennent prochainement, tels que le Cybertruck Tesla, le Ford F-150. Mais il y a des initiatives qui existent aujourd'hui. Et on a aussi des véhicules récréatifs comme des motoneiges ou alors des VTT. Ça, je pourrais vous donner toute cette information-là sans aucun problème. Voilà, je vous remercie à nouveau. Je vous souhaite une très bonne journée et puis surtout, soyez curieux. Au revoir.